Les autoclaves sont utilisées pour l'un des processus les plus courants dans la fabrication de médicaments stériles, à savoir pour stériliser les médicaments finis qui sont scellés dans leurs contenants finaux lorsqu'il s'agit de stérilisation terminale. Ils sont également utilisés dans les laboratoires de microbiologie pour stériliser les milieux et les équipements. Les autoclaves sont utilisés pour stériliser divers objets utilisés dans la fabrication septique. Des parties de contact avec le produit du système de confinement, par exemple, les bouchons en caoutchouc, aux éléments de contact avec le produit de l'équipement, par exemple, les tubes, les aiguilles de remplissage, aux filtres rétenteurs de bactéries et aux vêtements de protection pour le personnel travaillant dans des zones aseptiques. La stérilisation à la vapeur est un processus bien établi, inventé par Nicolas Appert en 1810 en réponse à une récompense de CH 12000 offerte par Napoléon Bonaparte à quiconque pourrait concevoir une méthode pratique pour la conservation des aliments pour les armées en marche. Appert a gagné le prix. Maintenant, regardons un peu la science. Fait. Les températures élevées tuent les micro-organismes. Et par tuer, nous entendons qu'ils causent des dommages irréversibles à certaines substances biochimiques, qui sont essentielles pour que le micro-organisme continue à métaboliser et à se reproduire. C'est une définition assez primitive de la distinction entre la vie et la mort, mais elle est devenue celle qui est acceptée. Un micro-organisme viable ou vivant est celui qui peut se reproduire lui-même, rendre un milieu nutritif liquide trouble, ou former une colonie ou des colonies sur des milieux d'agar solidifiés. Les critères pour la nébulosité et pour les colonies sont qu'ils sont visibles à l'œil nu. Les conditions de culture et d'incubation doivent être adaptées au type particulier de micro-organisme que vous observez car, en réalité, un anaérobie obligatoire ne va jamais se développer en présence d'oxygène. Et comme les spores de Geobacillus thermophilus ne germent et ne grandissent qu'à des températures supérieures à 50 degrés Celsius, elles sembleraient non viables si elles étaient incubées à des températures plus basses. En mettant ce détail de côté et en supposant que vous avez les bons supports médiatiques et conditions d'incubation, les micro-organismes viables rendent le bouillon de culture troublant et forment des colonies sur des milieux d'agar. Fait. Les températures élevées tuent les micro-organismes. Si vous appliquez ces températures dans des conditions sèches, disons, dans un four, les micro-organismes sont tués par l'oxydation des membranes intracellulaires. Ces réactions oxydatives sont assez lentes et toute application pratique de la technologie de chaleur sèche pour la stérilisation nécessite des températures de 160 degrés Celsius ou plus sur des périodes d'exposition mesurées en heures. Cependant, si des températures élevées sont atteintes en présence d'humidité, un ensemble différent de réactions mortelles se produisent. Avec une chaleur humide, la destruction est obtenue par la coagulation des protéines intracellulaires. En fait, nous sommes tous familiers avec la coagulation des protéines intracellulaires. Avons-nous entendu quelqu'un dire « sommes-nous » ? Eh bien, oui. Bien sûr, nous le sommes. Faire bouillir un œuf est l'exemple classique de la coagulation des protéines intracellulaires. Le blanc d'un œuf est une protéine pure, de l'albumine. Dans un œuf frais, c'est un liquide transparent. Lorsque vous faites bouillir l'œuf, l'albumine se solidifie et change de couleur pour devenir opaque et blanche. Avez-vous déjà vu quelqu'un transformer le blanc d'un œuf dur en un liquide transparent ? Bien sûr que non. C'est une réaction irréversible. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous exposez des micro-organismes à des températures élevées en présence d'humidité. Leurs structures internes suivent le même processus que le blanc d'un œuf. Comme pour les œufs, ces réactions commencent dans les micro-organismes à des températures d'environ 80 degrés Celsius et plus. Mais à 80 degrés Celsius ou même à 100 degrés Celsius, elles sont plutôt lentes, pas aussi lentes que les réactions oxydatives à chaleur sèche, mais toujours lentes tout de même. Donc, revenons à l'homme de Napoléon Bonaparte, Nicolas Appert, dont l'astuce était de développer l'autoclave dans lequel la vapeur pouvait être amenée à des températures supérieures à 100 degrés Celsius,
accélérant ainsi les réactions responsables de la coagulation des protéines intracellulaires. À 121 degrés Celsius, les micro-organismes meurent rapidement. Et à cette température, même avec des marges de sécurité appliquées, les processus de stérilisation standard pour les aliments et les produits pharmaceutiques ne nécessitent que 15 minutes d'exposition. Alors, qu'est-ce qu'Aper a conçu? Eh bien, au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Si la pression atmosphérique à laquelle l'eau bout est réduite, la température à laquelle elle bout devient plus basse. Par exemple, ils disent qu'il n'est pas possible de prendre une bonne tasse de thé au sommet du mont Everest parce que l'eau ne peut pas atteindre une température suffisamment élevée. Inversement, si la pression atmosphérique dans un récipient dans lequel vous essayez de faire bouillir de l'eau est augmentée, la température à laquelle elle bout devient plus élevée. Donc, en réalité, la relation entre la pression et le point d'ébullition de l'eau est régulière et prévisible. Rappelons-nous que 20 atmosphères équivaut à 1.013 bar équivaut à 14.71 psi. C'est des livres par pouce carré. À une pression de 2 atmosphères, l'eau bout à 121 degrés Celsius. À une pression de 3 atmosphères, l'eau bout à 134 degrés Celsius. Tout simplement, c'était le tour d'Aper car l'autoclave n'est qu'un récipient sous pression. Et 121 degrés Celsius n'est pas une fonction optimale en relation avec l'élimination des micro-organismes. C'est une fonction des systèmes de contrôle utilisés pour maintenir la pression. Dans sa forme simple, nous parlons d'une cocotte minute. Cependant, la technologie que nous voyons dans les applications de fabrication pharmaceutique et dans les plus grands laboratoires a peu de ressemblance extérieure avec l'autocuiseur. Le type le plus simple est un autoclave à déplacement vers le bas ou à déplacement par gravité. La vapeur entre par le haut et le dernier endroit à être exposé à la vapeur se trouve dans la vanne de vidange en bas. La dernière place exposée à la vapeur est dans la soupape de vidange. Et pour cette raison, c'est une caractéristique universelle de tous les autoclaves commerciaux qu'il y a un capteur de température dans le drain. Nous ne voyons pas beaucoup d'autoclaves à déplacement de gravité utilisés dans la production. Bien qu'ils soient parfaitement de bonnes machines pour stériliser des charges liquides, ils ont tendance à nécessiter assez de temps pour atteindre les conditions de fonctionnement à chaque cycle. Mais ils sont suffisamment bons pour des applications de laboratoire où la productivité peut être moins un problème. La plupart des autoclaves commerciaux comptent sur une pompe plutôt que sur la gravité pour éliminer l'air de la chambre et le remplacer par de la vapeur. Dans sa forme la plus simple, la pompe crée un vide profond dans la chambre. Ensuite, de la vapeur est introduite par le haut, comme dans l'autoclave à déplacement par gravité. Ces types de machines ne sont généralement vus utilisés qu'en relation avec une charge liquide, par exemple, pour la stérilisation terminale. Nous avons beaucoup parlé de la stérilisation des liquides, mais de loin, le plus difficile à stériliser sont les charges poreuses, comme les bouchons en caoutchouc, les tuyaux en plastique flexible, les filtres à cartouches, ainsi que les vêtements, etc. Le problème avec ces articles est que l'air peut s'y emprisonner, et la stérilisation ne peut pas être effectuée de manière fiable si la vapeur est empêchée de se condenser sur les matériaux eux-mêmes à cause d'une couche d'air ou, plus probablement, de poches d'air. C'est parce que l'effet de destruction dépend du transfert de la chaleur latente de la vapeur à l'objet lorsque la vapeur se condense sur l'objet. Pour éviter ces difficultés, l'air est généralement pompé plusieurs fois pour être remplacé par de la vapeur à chaque fois. Typiquement, il y aura 3 impulsions de vide suivies de 3 impulsions positives avant l'injection finale de vapeur pour amener la chambre et la charge à la température et à la pression de stérilisation. Bien sûr, nous ne voyons pas souvent des machines aussi compliquées dans les laboratoires. C'est parce que cette technologie compliquée n'est pas nécessaire pour stériliser les charges liquides de milieu et parce que l'absence de stérilité dans les milieux de laboratoire se révèle généralement d'elle-même.
vous sauriez bientôt si les médias étaient contaminés car vous commenceriez à voir des croissances dans les tests où aucune croissance n'avait été observée auparavant, ou sur vos contrôles, ou sur vos médias stockés avant utilisation. Si nous sommes enclins à être cyniques, rappelons-nous qu'il y a plein de solutions coûteuses qui sont vantées, cherchant simplement un problème à résoudre. Dans les petits laboratoires, nous voyons souvent des autoclaves verticaux et cylindriques qui ne sont pas à 100 miles de notre autocuiseur. Ils n'ont pas une source séparée de vapeur et l'eau est introduite dans un puisard au fond et elle est chauffée. Le chauffage est généralement électrique, mais vous pouvez toujours voir certains de ces autoclaves chauffés sur des brûleurs à gaz. L'air et la vapeur sont évacués par une valve en haut. Ces derniers sont parfaitement appropriés pour stériliser des charges liquides comme les médias, mais nous ne devrions vraiment jamais envisager leur utilisation pour des matériaux poreux ou emballés. Le risque que de l'air reste à l'intérieur de matériaux poreux ou d'emballage est tout simplement trop sérieux pour être envisagé. Maintenant, jetons un coup d'œil à certaines sciences de laboratoire qui nous aideront à comprendre certains des pièges qui guettent les utilisateurs imprudents d'autoclaves. Il faut un type spécial d'autoclave pour obtenir de bons résultats dans les études de laboratoire sur l'élimination des micro-organismes à l'aide de la chaleur. On l'appelle un évaluateur résistomètre d'indicateurs biologiques, ou comme ils sont charmement appelés, des récipients à bière, et ils ont des spécifications et des systèmes de contrôle plutôt compliqués à assortir. Pour nos besoins, tout ce que nous devons savoir, c'est qu'ils fonctionnent selon le principe de l'onde carrée. Il n'y a pratiquement pas de temps et, par conséquent, pas d'apport de chaleur pour augmenter la température au point de maintien, et pratiquement pas de temps nécessaire pour le refroidissement non plus. Si vous mettez une suspension de micro-organismes dans notre récipient à bière et l'exposez à une température, que nous appellerons T majuscule, nous pouvons prélever des échantillons à des intervalles de temps. Nous pouvons prendre ces échantillons, les diluer, les déposer sur de l'agar, et compter le nombre de colonies qui se développent. Appelons le nombre de colonies n minuscule. Lorsque nous traçons nos comptages de colonies, le graphique ressemble à ceci, mais ce n'est pas du tout bon. Nous ne pouvons pas organiser l'échelle pour afficher toutes nos informations. Mais n'est-ce pas à quoi ressemblent les réactions de premier ordre en thermodynamique? Bien sûr que oui, car au cœur de l'élimination des micro-organismes, il y a des réactions chimiques, irréversibles, et elles se rapprochent des réactions du premier ordre. Alors, comment gérons-nous ces réactions en chimie? Eh bien, nous venons de changer l'échelle de l'axe vertical sur notre graphique pour tracer le logarithme du nombre de colonies, et nous trouvons que nos données se tracent très bien en approximation à une ligne droite. On appelle cela la courbe de survie et cette forme linéaire régulière a été démontrée par de nombreux travailleurs et presque toute la science de la stérilisation est basée sur l'idée que la courbe de survie est linéaire lorsqu'elle est tracée sur une base semi-logarithmique. Que peut-on apprendre de la courbe de survie? Tout d'abord, regardons l'extrémité inférieure de l'échelle logarithmique. 100, 10, 1. Et qu'est-ce qui suit? Ce n'est pas 0. C'est 0,1. Et ensuite, c'est 0,01 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que s'il n'y a pas de 0 sur l'axe vertical, vous ne pouvez jamais déterminer un temps d'exposition à la température T, qui garantira que chaque micro-organisme sera tué. Alors, qu'est-ce que 0,1 d'un micro-organisme? Et qu'est-ce que 0,01 d'un micro-organisme? Eh bien sûr, ces fractions de micro-organismes n'ont aucun sens. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un dixième d'un micro-organisme qui survit. Ça n'a pas de sens. Lorsque nous avons 0,1 sur l'échelle verticale de ce graphique, cela signifie que nous avons une chance sur 10. Si c'est 0,01, cela signifie une chance sur 100 qu'un micro-organisme survive. Donc, nous ne pouvons jamais atteindre la stérilité si nous la définissons comme un état où tous les micro-organismes ont été tués, comme c'est souvent le cas. D'un autre côté, nous pouvons définir la stérilité scientifiquement sur une base probabiliste, et c'est ce qui a été fait. Parfois dans les années 1970,
nous pensons qu'il est apparu pour la première fois dans la pharmacopée nordique. Les grands et les bons ont apparemment décidé de manière assez arbitraire que nous pouvions affirmer qu'une chose était stérile si nous pouvions être sûrs qu'il n'y avait pas plus d'une chance sur 1 million qu'un micro-organisme survive. On appelle cela un niveau d'assurance de stérilité ou SAL, et, spécifiquement, nous appelons cela le SAL de 10 à la puissance -6. Revenons un instant à notre graphique. Lorsque nous comptons les micro-organismes en suspension, nous pouvons les compter jusqu'à 10 colonies par échantillon puis, avec une précision décroissante, jusqu'à une colonie. Ensuite, en utilisant une technique différente et quelques statistiques, nous pouvons compter jusqu'à environ un micro-organisme dans 100 unités testées, peut-être même moins. Mais ensuite, la contamination accidentelle entre en jeu et nous ne pouvons certainement pas décompter jusqu'à un micro-organisme survivant sur 1 million. Mais tant que la courbe de survie sur la portion mesurable prend une forme régulière, nous sommes tout à fait justifiés à extrapoler notre graphique et, à partir de cette extrapolation, à faire une estimation du temps nécessaire pour atteindre une SAL de 10 à la puissance -6. Si la courbe de survie n'était pas régulière, l'extrapolation ne serait pas justifiable, et nous n'aurions aucune base scientifique pour notre estimation du temps nécessaire pour atteindre notre objectif SAL requis. Et voici un message très important sur les pièges. Les courbes de survie ne sont régulières que si les conditions dans l'autoclave, dans l'approvisionnement en vapeur et dans la charge sont correctement contrôlées. La maîtrise de ces facteurs, en particulier l'air, que ce soit dans la vapeur ou dans la charge, ce n'est pas seulement une question de déplacement de la courbe de survie linéaire vers une pente différente. Il se peut bien que ce soit une question de la courbe de survie qui n'est pas linéaire du tout. Et dans de tels cas, il n'y a rien à extrapoler, et vous n'avez aucun processus. Avant de quitter la courbe de survie, regardons quelques éléments qui nous aideront à mieux comprendre la stérilisation à la vapeur. Si nous exposons différentes tailles de population du même micro-organisme dans des conditions exactement identiques, nous obtiendrons des courbes de survie avec des points d'origine différents mais la même pente. La pente est une mesure de la résistance des micro-organismes à la stérilisation à la vapeur. Les endospores bactériennes ont les pentes les plus faibles car elles sont les plus résistantes à la stérilisation à la vapeur, suivies des bactéries gram-positives végétatives, qui sont plus sensibles, tandis que les bactéries gram-négatives ont les pentes les plus raides car elles sont les plus sensibles à la mort par stérilisation à la vapeur. La plupart des travaux de laboratoire ont été effectués sur les spores de Deobacillus thiothermophilus. Ces spores sont si résistantes à la stérilisation à la vapeur que la précision et l'exactitude expérimentale deviennent plus faciles. Mais ne serait-il pas plus facile d'avoir une manière d'exprimer la pente afin que nous puissions comparer un micro-organisme à un autre? Eh bien, nous le faisons. Nous exprimons la pente comme la valeur de D, tracer une ligne horizontale sur la courbe de survie à chaque intervalle décimal, puis tracer une autre à l'intervalle décimal suivant, puis tracer 2 lignes verticales sur l'échelle de temps. Et l'intervalle de temps entre 2 points est le temps nécessaire pour inactiver 90% de la population, la valeur D. La valeur de D est toujours exprimée en unités de temps. Nous pouvons faire cela à n'importe quel 2 points sur la courbe de survie, et la valeur D sera toujours la même tant que la courbe de survie est linéaire. La valeur D des spores de Geobacillus thyrothermophilus se situe dans la plage de 1,5 minutes et plus. Mais il s'agit d'un PET de laboratoire, et dans la réalité, les spores qui ont été isolés dans des installations de fabrication pharmaceutique n'ont pas des valeurs D supérieures à 0,5 minutes, sauf si certains de nos animaux de compagnie se sont égarés. Nous pouvons déterminer les valeurs de D à n'importe quelle température de notre choix. Alors, en réalité, nous devrions probablement parler de valeurs des 121 ou de valeurs des 134 ou quoi que ce soit. Mais dans les cas applicables à la stérilisation à la vapeur où nous ne mentionnons pas la température, nous faisons référence à la valeur des déterminée à 121 degrés Celsius. Si nous traçons des courbes de survie à différentes températures pour le même micro-organisme, nous obtenons des courbes de survie avec des pentes différentes. Si nous examinions les taux de réaction dans les réactions chimiques du premier ordre, nous obtiendrions quelque chose de très similaire. Rappelez-vous,
La mort est un processus biochimique, et les chimistes ont trouvé un moyen de gérer des données de ce type. On l'appelle un graphique d'Arrhenius, et il est réalisé en traçant le logarithme des valeurs d sur l'axe vertical en fonction de la température à laquelle les valeurs d ont été déterminées. Et voilà, si vous avez une réaction d'ordre 1, le tracé d'Arrhenius est une ligne droite. La pente de cette ligne est appelée Z et est généralement d'environ 10 degrés Kelvin. C'est très important. En connaissant D à une température et en sachant que Z est égal à 10 K, vous pouvez calculer ce que serait D à n'importe quelle autre température. Et en utilisant cette connaissance, vous pouvez comparer la létalité à une certaine température avec la létalité à une autre température. Vous pouvez répondre à des questions comme « Est-ce que 5 minutes à 134 degrés Celsius sont aussi efficaces pour la stérilisation que 15 minutes à 121 degrés Celsius ?» Ce concept d'équivalence, qui repose sur le tracé d'Arrhenius, est appelé de différentes manières le concept F-noct ou le concept FO ou le concept F sub 0. F-noct est une expression qui indique combien de minutes à 121 degrés Celsius seraient équivalentes à toutes les conditions actuelles à toutes les températures que vous utilisez. Mais F-noct n'est pas seulement utile pour comparer un ensemble de conditions à un autre. C'est également utile pour calculer combien de létalité est apportée dans les phases de montée et de descente en température des cycles de stérilisation à la vapeur. Rappelez-vous, nous avons dit plus tôt que pour les expériences en laboratoire avec la stérilisation à la vapeur, nous avons besoin de conditions d'ondes carrées et d'équipements spécialisés appelés cuves à bière pour les atteindre. Les autoclaves pratiques ne sont pas en ondes carrées. Ce serait peu pratique, sans parler du coût prohibitif. Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le concept de F-noct et intégrer les effets mortels contribués pendant le chauffage et le refroidissement.